Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série improvisé du podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, on ne parle pas de sujet historiographique, mais de la réforme à venir du CAPES, un enjeu brûlant pour nos métiers, historiennes, historiens, professeurs d'histoire géo. J'ai proposé à deux collègues universitaires, Warren Peuzé et Pierre-Emmanuel Guigaud, de réagir aux projets en cours, contre lesquels toute la profession est vent debout, à raison, et je les remercie vivement pour leur disponibilité en ce mois de mai 2024. Je précise que cette discussion n'a pas d'ambition d'exhaustivité, on n'a pas invité de géographe par exemple, et ne se substitue pas aux prises de parole et communiqués actuels et à venir des syndicats, associations, sociétés savantes, etc., mais vise à alerter sur les problèmes et dangers bien réels de cette réforme annoncée, et à participer autant que possible aux mobilisations en cours. Merci et très bonne écoute. Pour parler des perspectives concernant la formation des enseignants, les projets de réforme du concours du CAPES, et plus généralement les enjeux liés à notre métier d'enseignant et d'historien, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec deux invités qui sont en prise directe avec ces questions dans l'université où ils enseignent. Warren Peuzé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence en histoire médiévale. On ne parlera pas aujourd'hui des Carolingiens ensemble, mais de sujets beaucoup moins réjouissants puisqu'il s'agit de ces réformes. Vous êtes le co-directeur pardon, du département de l'histoire de l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil, et de la même université, Pierre-Emmanuel Guigaud, bonjour. Bonjour. On ne parlera pas non plus de Michel Rocard aujourd'hui, sauf erreur, sauf pour revenir au bon vieux temps, peut-être, Michel Rocard et statut des enseignants peut-être moins fragile qu'aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine et responsable du Master MEF, feu le Master MEF peut-être, on va en parler puisque ça fait partie des enjeux actuels. Peut-être, je voudrais vous demander pour commencer, que sait-on aujourd'hui de ce qui est programmé par les autorités pour la formation des enseignants et la réforme du CAPES qui est en cours sans être tout à fait finalisée, Pierre-Emmanuel? Oui, eh bien, on a un basculement donc du concours en licence, hein, donc au terme de la licence 3. Au terme, d'ailleurs, on ne sait pas encore exactement, puisqu'il y a quand même un risque que ce concours soit très tôt, ce qui va accroître d'autant plus la pression en fait hein, sur les universités pour son application extrêmement rapide, sachant que l'application de ces nouvelles modalités de recrutement auront lieu dès l'année prochaine, hein, ce qui a vraiment rendu fou, je crois, l'essentiel des universités françaises puisque en gros, on nous demande de créer une formation en licence préparant à ce concours, avec quand même un nombre de CTS très conséquent qui doivent s'inscrire dans les maquettes pédagogiques, et ce, dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée prochaine, en fait, ça veut dire courant du mois de juin, puisque eh bien, la plupart des facs commencent en septembre, certaines début septembre, certaines plus fin septembre, mais ça veut dire des délais qui sont extrêmement restreints puisque l'été, en fait, il est quand même difficile de mettre des choses en application. Beaucoup de services administratifs sont fermés. Donc ça demande une pression qui est absolument délirante, sachant que en même temps, eh bien, on va poursuivre sur les 2 prochaines années le concours en master. Donc il faut s'imaginer que pour les universités, avec en plus des postes qui sont de plus en plus gelés, coupés, restreints, on doit faire eh bien, 2 préparations au concours en même temps, dont une créée complètement ex nihilo. Rassurez-nous, ça a été concerté, voire discuté en amont, voire sur la demande des universitaires? Non, pas du tout. Cette décision, elle a été prise par Gabriel Attal, qui voulait, au moment où ça a été lancé, hein, c'est avant même qu'il devienne Premier ministre, qui voulait une réforme complète du statut des enseignants pour recruter plus eh bien, d'enseignants, puisque il est clair qu'on a des difficultés très importantes à recruter dans l'éducation nationale, qui sont pas dues qu'à des problèmes en fait de concours, hein, qui sont largement dus à la faible attractivité de cette fonction, de ce métier à l'heure actuelle, vu les conditions de travail qui sont celles des enseignants du secondaire. Les conditions de travail et les conditions salariales, ça fait évidemment partie des paramètres. Warren Peuzé, on a cette discussion. Alors évidemment, il faut tout de suite dire que porter ces critiques que Pierre-Emmanuel Guigaud a commencé à faire, ça ne signifie pas que on voudrait absolument conserver l'existant et que tout était parfait dans les schémas tels qu'ils existaient. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les intentions du projet de réforme, le format dans lequel il s'incarne concrètement, et puis la méthode appliquée. L'intention d'ensemble, je pense que Pierre-Emmanuel sera d'accord avec moi, il y a du bon dedans, parce que l'histoire montre qu'à chaque fois qu'on met ce concours de recrutement en M2, ça provoque un effondrement du nombre de candidats, et on fait face à cette pénurie d'enseignants dans le secondaire et à une baisse du niveau qui est problématique. Donc cette intention, elle est bonne dans son ensemble. Le format, là, il y a beaucoup de points qui mériteraient d'être discutés. Je pense qu'on va avoir le temps d'en parler un petit peu, c'est-à-dire comment on met en place concrètement un concours qui ne soit pas en M2, est-ce qu'on le met en M1, est-ce qu'on le met en L3, comment on prépare un concours en L3.
Et puis, il y a la méthode. Et là, je rejoins entièrement Pierre-Emmanuel. Les informations qui nous parviennent sont quasi exclusivement des offres, des documents de travail. Il n'y a aucune déclaration de la ministre. Et ce qui est encore plus grave, à mon sens, là, à l'échelle d'un département comme le nôtre, c'est que on nous demande de préparer, comme le dit Pierre-Emmanuel, 2 concours en même temps. Le concours en L3 l'année prochaine, le concours MEF qui va durer encore 2 ans, à moyens constants et sans aucun redéploiement d'heures. Et ça, c'est en plus peut-être une situation qui est vouée à se pérenniser, puisqu'on n'a aucune nouvelle de redéploiement d'heures de l'ancien Master MEF vers la licence qui nous permettrait de former les futurs étudiants et étudiantes qui prépareront le concours à l'horizon L2,5, parce que comme le disait Pierre-Emmanuel, ce concours aura probablement lieu avant la fin de la L3. Alors, ça pose un problème plus général qui est celui finalement de la fonction des universités et des départements d'histoire des universités, puisque il fut un temps où ces universités préparaient des étudiants en licence, et puis après la licence, on pouvait faire plusieurs choses, mais qui étaient relativement compatibles entre elles. On pouvait plutôt s'orienter vers la recherche, euh, passer les concours et passer les concours du CAPES de l'agrégation qui étaient proches, puisqu'il y avait des programmes qui se recouvraient en grande partie. Et là, on a l'impression que cette architecture qui avait une cohérence, qui était sans doute perfectible, mais qui avait une cohérence, elle est en train d'être complètement éclatée. Alors absolument, dans les 30 années qui viennent de s'écouler, on a dit et répété que les départements de sciences humaines et l'histoire en particulier devaient faire autre chose que former des enseignants. Et on a été prié de diversifier nos pratiques pédagogiques et d'inventer toutes sortes de masters professionnels pour diversifier nos débouchés. Or là, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. On va homogénéiser de force, vraiment niveler de force toutes nos licences disciplinaires, parce qu'on va obliger les départements de sciences humaines à former à peu près tous leurs étudiants au concours du futur CAPES à l'horizon L3, faute justement d'heures supplémentaires pour créer des parcours spécifiques. Regardez le programme qui a été annoncé. Encore une fois, en off peut-être, hein, mais le programme qui a été annoncé pour le futur CAPES, c'est un programme démentiel. Il va à peu près de la bataille de Marathon jusqu'à, j'allais dire la chute du mur de Berlin, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est le 11 septembre, il va jusqu'au temps présent. C'est un programme de concours de niveau normal sup ou de questions hors programme d'agrégation. Qui peut imaginer sérieusement qu'on va préparer des étudiants à ça seulement avec ce qu'on appelle un parcours, c'est-à-dire un modeste nombre d'unités d'enseignement à l'échelle d'une licence en 3 ans? Non, il va falloir beaucoup plus de cours que ça. Il va donc falloir qu'on prépare tous les étudiants dans tous les cours à un concours qui ne concernera que les préparationnaires au CAPES. Donc toutes les licences d'histoire vont ipso facto se transformer en préparation au CAPES. Avec le risque, Pierre-Emmanuel Guigaud, que du coup, il y a aussi des gens qui, un peu voilà, mobilisés par cette année de licence qui devient une année de concours, n'aient plus envie d'aller en master, ou soit et le concours, soit tout simplement, ça les aura un peu, ce bachotage de l'année licence les aura éloignés finalement d'une vocation plus de recherche ou d'un master professionnalisant qu'on a évoqué auparavant. Oui, c'est très clair. Déjà clairement, il y a des problèmes d'attractivité des masters recherche, hein, parce que les élèves ne voient plus forcément, les étudiants ne voient plus forcément les débouchés qu'il y a pour eux. Eh bien là, c'est clair que beaucoup vont abandonner complètement ce projet de faire un master recherche parce qu'ils seront attirés par la rémunération, puisque donc dans la nouvelle formation qui est proposée de ce que l'on en sait à l'heure actuelle, eh bien il y aura une rémunération de 900 euros en première année et une rémunération à peu près équivalente eh bien, un professeur en première année à partir du M2. Donc c'est sûr que ça va attirer notamment des étudiants qui font face à des situations sociales difficiles. C'est d'ailleurs le cas souvent de nos étudiants à nous, hein, à l'Université Paris-Est Créteil. Faut être réaliste. Et effectivement, ils vont complètement quitter l'idée de faire derrière un master recherche ou un master pro, hein. On propose par ailleurs à l'UPEC 2 masters pro en histoire. Donc ça, c'est un vrai problème, d'autant que c'est déjà en partie le cas à l'heure actuelle. Donc, on va voir ces masters-là se vider. Et du coup, avec une situation où on aura des facs centrales des grandes métropoles qui, elles, n'auront pas de difficulté à attirer des étudiants en master recherche, parce que justement, elles sont centrales et elles sont les plus visibles. Et puis des facs de banlieue comme la nôtre ou de plus petites villes qui vont se retrouver à n'être que des facs de préparation à ce concours d'enseignement. Et donc, avec plus de master ou de moins en moins, en tout cas, de cours de master. Je voudrais ajouter, puisque j'ai la parole, un petit mot par rapport à ce qu'a dit mon collègue Warren Peset. Je serais peut-être un peu moins optimiste que lui sur la réforme actuelle,
puisque je pense aussi qu'elle va avoir un impact délétère sur la formation des élèves, puisque en gros, leur seul apprentissage disciplinaire ne sera plus qu'en licence. Ils n'auront plus d'apprentissage disciplinaire en master, en tout cas de ce que l'on sait à l'heure actuelle de la formation proposée. Ça ne sera que du professionnel en master 1 et en master 2. Alors avec peut-être un petit peu quelques couches d'apprentissage en histoire, géographie, pour ce qui nous concerne, mais ça sera quand même très professionnalisant, avec beaucoup de stages et puis de l'enseignement très poussé pour en fait combler des trous dès le master 1 et le master 2. Et ça veut dire aussi des élèves qui n'auront pas du tout d'initiation à la recherche, ce qui était proposé dans le master MEF. On a dans le master MEF un mémoire de recherche à faire par les étudiants, qui est recherche professionnalisant. Mais il y a quand même un volet recherche qui est très développé. Donc ça va complètement disparaître. Il y avait aussi des passerelles qui étaient faites, des étudiants qui faisaient un M1 recherche et qui basculaient par la suite en M2 MEF, ou qui faisaient un M1, M2 recherche et qui par la suite venaient faire un master MEF pour passer le concours. Ça va complètement disparaître puisqu'il doit faire un choix dès la L3. Warren Peset. Moi, je rejoins ce que vient de dire Pierre-Emmanuel, parce que tous les historiens vous le diront, je pense que vous le pensez vous aussi, un enseignant, dans l'idéal, doit avoir fait un master recherche. On est un véritable historien à partir du moment où on a fait un master de recherche. Donc, c'est vraiment regrettable que, en fin de compte, on ne revienne pas à la situation initiale, qui était celle des années 2000, quand on recrutait largement les enseignants qui avaient fait un M1 recherche. Aujourd'hui, malgré les défauts du concours actuel, il est possible pour un étudiant qui a fait un M1 recherche d'ensuite aller en master MEF et de passer le concours pour devenir enseignant. Dans le système de demain, ce sera tout simplement impossible. On n'aura plus aucun professeur qui aura un master de recherche, sauf s'il le fait une fois qu'il est déjà professeur. Ça, c'est un vrai problème. Ça va malheureusement altérer l'autonomie intellectuelle et la qualité d'historien à part entière de nos enseignants d'histoire. Et je rajoute un petit mot pour dire que c'est un peu un serpent auto-justificateur, puisque l'idée c'est de dire mais on ne paye pas bien les enseignants. Oui, mais c'est pas grave, regardez, désormais ils sont recrutés au niveau licence et non plus au niveau master. Donc, pas la peine de les recruter comme on le ferait dans le privé pour des gens recrutés au niveau master. Alors, on va revenir sur cette question de l'autonomie intellectuelle, de la place de la recherche, hein. Alors là, on est trois historiens. Évidemment, on aurait pu inclure des géographes parce qu'il s'agit du CAPES d'histoire-géographie, mais je pense que la question se pose dans des termes comparables, hein. Sans formation en master, bah, évidemment, il y a un recul beaucoup moins grand par rapport à la discipline, a fortiori après 2 années de licence et une demi-année de licence passée à préparer le concours. Pour revenir là-dessus, il faut peut-être dire que les projets de programme tels qu'ils ont été annoncés sont, vous l'avez dit, incroyablement vastes sur les 4 grandes périodes historiques Mhm. et pour chacune des périodes couvrant différents sujets. Et c'est là il y a vraiment un nœud qui a beaucoup frappé tous les collègues. Auparavant, lorsqu'on préparait les concours, sur le CAPES ou l'agrégation c'est plus pointu, mais même le CAPES, il y avait des questions qui étaient ciblées. Il pouvait y avoir une question sur le pouvoir monarchique en France, 17e, 18e siècle. Là, on aura le pouvoir monarchique en France, mais on aura aussi la Renaissance, mais on aura aussi l'esclavage, mais on aura aussi les Lumières, mais on aura aussi la Révolution, mais on aura aussi la guerre de 14, la Deuxième Guerre mondiale, sans oublier voilà, Saint-Louis, Marathon, autrement dit, une sorte de saupoudrage qui ne permet pas d'approfondissement. Alors, est-ce que l'un de vous veut peut-être dire pourquoi il y a un coût intellectuel à ce choix d'un programme gigantesque? En gros, c'est les programmes de lycée et de collège sur lesquels seraient évalués les candidats. Bon, un coût intellectuel, ça on l'a compris, on est tous d'accord, l'idéal ce serait un master recherche. Bon, c'est surtout un coût pédagogique parce que n'importe quel enseignant de l'université vous dira qu'il est absolument irréaliste d'attendre des futurs préparationnaires une dissertation sur un sujet lambda, sur l'un des thèmes sur l'un des thèmes au programme, sachant qu'en réalité, il n'y a plus de programme, c'est beaucoup trop vaste. Il est impossible d'imaginer que les candidats arriveront à faire une dissertation s'ils ont à réviser sans année de préparation. C'est-à-dire sans une année de révision, comme par exemple une année de préparation à l'agrégation, sans année de révision qui leur permette d'emmagasiner les connaissances nécessaires pour nourrir une dissertation. Le résultat, ça va être un effondrement du niveau des dissertations et des commentaires que les correcteurs vont avoir à corriger. Ça sera constaté immédiatement. Alors, ça peut être corrigé avec une réforme des programmes, mais l'effet immédiat, ça va être un très très faible niveau des copies corrigées. Et je rajouterais que ça va en plus accroître les inégalités parce que
En gros, ça va être de la culture générale et il y a des élèves qui, pour le coup, arrivent à l'université avec un bagage de culture générale qui est très important parce que dans leur milieu social, c'est quelque chose qui se reproduit, alors que les élèves que l'on peut avoir, par exemple, à l'UPEC, sont des élèves qui n'ont pas forcément ce bagage de culture générale. Et là où on avait des questions précises, on pouvait leur fournir quand même toutes les connaissances minimales sur cette question-là. Là, quand il y aura des programmes aussi vastes, ça sera tout simplement impossible. Ça me Oui, permet d'ajouter un point en lisant notamment ce qu'écrivait notre collègue Philippe Prudent aujourd'hui sur Twitter. Il insiste aussi sur un autre élément, c'est que avec des programmes relativement restreints, j'en prends l'exemple, voilà, pouvoir monarchique en France, 17e, 18e, ça oblige les candidates et les candidats à aller lire des manuels, à aller lire des ouvrages plus pointus, à aller voir des articles, à aller ficher, autrement dit, à avoir un certain nombre de réflexes qui sont des réflexes qui seront indispensables dans leur vie professionnelle comme enseignant, puisque pour se former sur une question qu'on doit enseigner à des élèves, quand les programmes changent, ou même quand ils ne changent pas, il faut approfondir, eh bien, il faut aller lire de la littérature scientifique ou de la synthèse, de la vulgarisation, etc. Or, cette démarche-là, qui pendant l'année de concours obligeait les bons candidats, les bonnes candidates, à aller lire des travaux historiques, elle est tout simplement impossible à partir du moment où vous avez 20 questions différentes à préparer, ça n'est plus envisageable. 20 questions différentes à préparer, enfin un programme extrêmement vaste, tout en faisant une licence d'histoire. C'est-à-dire tout en faisant la même licence d'histoire à un parcours près que les autres étudiants qui, eux, se destinent à autre chose. C'est une injonction paradoxale terrible, parce qu'ils doivent en même temps réussir une licence qui ne prépare pas forcément à ce concours et préparer un concours dont le programme est démentiel. Ça veut dire que beaucoup, en réalité, vont paradoxalement être amenés à rater leur licence ou à moins bien la réussir parce qu'ils voudront réviser ce concours et ces questions. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme, en dehors du fait qu'il aurait fallu se concerter et écouter les gens qui sont en charge de ces questions, mais ça, on est relativement habitué à ce que ce soit pas le cas, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme organisation plus vertueuse d'un recrutement des enseignants, des enseignants? Moi, Alors, je moi, je ne pense pas. situe pas au coup de force par ailleurs, hein. Je trouve quand même que, mais c'est peut-être mon côté rocardien, que la concertation, c'est quand même, et la négociation, c'est quand même quelque chose d'utile qui fait avancer des projets et que c'est pas une décision toute faite d'en haut qui va satisfaire tout le monde. Euh, Comme l'a dit Warren Peset au tout début, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes dans l'idée de cette réforme-là, notamment l'idée d'avoir un parcours peut-être plus englobant en master et qui permette, qui soit rémunéré par ailleurs, hein. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est intéressant, même si on peut discuter après de la manière dont ça va se substituer aux bourses, la manière, le fait que les financements en question, en tout cas en M1, ne seront pas intégrés dans les retraites. Je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles eh bien, le gouvernement pourrait évaluer, que par ailleurs le montant annoncé au départ n'est plus le montant finalement choisi, hein, puisqu'il avait été question de 2500 euros dès la première année et que finalement eh bien, ça sera 900 euros qui devrait être le seuil si on ne descend pas encore par la suite, hein. Si Bruno Le Maire ne dit pas non mais ça va coûter trop cher, il faudrait que vous réduisiez le coût. Voilà. À part ça, il y a quand même des éléments intéressants justement sur cette rémunération, sur cette professionnalisation. Simplement, je pense que la solution qui aurait pu être choisie, notamment du Master 1, par exemple, d'un retour à un concours en Master 1, à mon avis, était plus praticable, en particulier dans les délais qui étaient proposés, et permettait justement déjà d'avoir une initiation à la recherche, une découverte un petit peu du master, avant de se tourner vers quelque chose de plus professionnalisant. Je voudrais rajouter qu'en outre, et pour les formations, c'est extrêmement lourd, ça n'est que la troisième ou la quatrième réforme en quelques années. J'ai déjà dû mettre en place la maquette du Master MEF. C'était il y a 3 ans, hein, la nouvelle maquette du Master MEF, après une réforme voulue par Jean-Michel Blanquer. Donc, à chaque fois qu'on change de ministre de l'Éducation nationale, on a le droit à une nouvelle réforme. On pourrait presque remercier Papendiaï de ne pas avoir pensé lui-même sa réforme. Il n'en a peut-être pas eu le temps d'ailleurs, hein. Mais à chaque fois, on a le droit à une nouvelle réforme. C'est quand même très dur. À peine celle mise en place, celle du Master MEF, on a mis 2 ans avant qu'elle soit vraiment applicable et appliquée. Eh bien, hop, on doit tout de suite changer de braquet et changer complètement de réforme. Donc ça, c'est quand même extrêmement lourd et pesant et décourageant. Il suffit de voir dans les mailing lists des responsables de MasterMef à quel point un grand nombre d'entre eux disent ben, je vais démissionner, pourquoi continuer à vouloir s'occuper de quelque chose qui est réformé tous les 2 ans et en plus avec des termes absolument inapplicables.
De mon côté, je pense qu'il y a plein sans essayer d'esquisser la réforme parfaite, parce que je pense que c'est pas notre rôle. Déjà, il faudrait commencer par écouter les professeurs. Je ne comprends pas pourquoi le ministère ne lance pas une grande consultation, puisqu'on aime bien faire des grands débats, n'est-ce pas? Donc, on pourrait très bien imaginer une grande consultation des enseignants. Quelle est la vision des enseignants de leur propre préparation? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé utile? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé inutile? Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'INSPE? Voilà le genre de questions qu'on pourrait leur poser pour s'inspirer de leurs propres remarques pour former les enseignants. Mais même avec la réforme actuelle, on peut imaginer des aménagements de format qui la rendraient utile ou en tout cas plus utile. Par exemple, réduire considérablement l'envergure du programme. Là, ça deviendrait peut-être plus réaliste. Et ensuite, comme le disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel, inclure un master recherche à l'intérieur enfin, un mémoire de recherche à l'intérieur de la formation dans les futures écoles normales supérieures professorales, là, à l'intérieur de la formation qui est prévue en M1, M2. Donc, il est tout à fait possible d'imaginer des aménagements constructifs. Si je peux rajouter juste un mot, on ne comprend pas bien pourquoi les universités sont complètement dépossédées du nouveau master en question. Puisque dans les textes qui ont fuité jusqu'à présent, ça ne sera que l'école normale professorale du 21e siècle qui aura en charge ces masters-là et plus du tout les universités. Alors que jusqu'à présent, on avait justement créé des masters MEF qui étaient pilotés par les deux, les INSPE et les universités. Pourquoi reléguer complètement les universités de ce processus-là de formation qui est pourtant centrale et qui est en partie leur but depuis quand même des décennies. J'ajoute au sujet de ce que vient de dire Pierre-Emmanuel deux éléments brefs. Le premier, c'est que j'ai regardé les rapports de la Cour des comptes des dernières années au sujet de la formation des enseignants, et il transparaît très clairement que les universités sont perçues comme un adversaire de l'État. L'État veut reprendre le contrôle ou prendre le contrôle de la formation des enseignants, aussi bien du côté, c'est ce qu'ils appellent le pilotage, aussi bien du côté de la maîtrise des coûts que du côté des contenus de cours. Donc malheureusement, les universités, nous ne sommes pas perçus comme des véritables partenaires ou des acteurs de premier plan, mais plutôt comme des rivaux qui dépossèdent l'État de la maîtrise de la formation des enseignants. Et deuxièmement, et là ça rejoint directement ce que vient de dire Pierre-Emmanuel, c'est la question des coûts. Il y a un motif caché à cette réforme, comme à toutes les réformes de l'enseignement secondaire et de la formation des enseignants, c'est la nécessité de faire des économies dans un État qui a de moins en moins de moyens. Et on a l'impression que c'est une réforme qui va coûter de l'argent parce que les enseignants vont être payés, mais il va y avoir énormément, on le devine à travers ce qui filtre, il va y avoir énormément de coupes d'heures, et notamment probablement les interventions d'un département comme le nôtre auprès de l'INSPE. Et ça veut dire concrètement des postes qui sauteront, qui ne seront pas renouvelés. Alors, il y a d'autres problèmes qui se posent. Je pense notamment à l'équilibre entre ce qu'on a coutume d'appeler le disciplinaire et le pédagogique ou le didactique. Alors, c'est un vieux débat qu'on va sans doute pas entièrement relancer, mais il me semble qu'il faut quand même dire pourquoi envisager une formation dans laquelle la formation disciplinaire finalement se ferait durant 2,5 années. Et puis le reste serait de l'apprentissage, de la pédagogie, la didactique, la gestion de classe, etc., peut quand même poser des problèmes. Et je pense aussi bien des problèmes concrets pour des enseignants voilà, un peu dépossédés d'un savoir, d'une manière de construire le savoir plus abouti qui leur permet de répondre à des questions difficiles, mais que des problèmes peut-être plus politiques. Est-ce qu'il n'y a pas une convergence finalement avec les politiques aussi de recrutement, de contractuels, avec l'idée finalement que un enseignant, c'est quelqu'un à qui on donne des techniques et qu'on peut recruter de manière interchangeable. Il y a aussi des propositions qui vont dans le sens de la bivalence, de forcer des enseignants à enseigner une matière qui n'est pas la leur. L'affaiblissement disciplinaire, alors sans tomber dans un complotisme de mauvaise loi, est-ce que c'est pas quand même une tendance de fond des politiques et des façons de recruter menées depuis des années ou du bricolage mené depuis des années pour recruter des enseignants? Dans une perspective marxiste, on pourrait presque dire que ça revient à aliéner l'enseignant de son moyen de production, de son outil de travail, parce que l'historien, son outil de travail, c'est son autonomie intellectuelle d'historien, et c'est vrai dans toutes les disciplines, pas seulement en histoire. Et vous avez forcément une masse salariale beaucoup plus malléable si elle ne sait plus exactement être historien, mais si elle maîtrise des techniques, des dispositifs d'apprentissage et des contenus d'apprentissage de contenu dont l'historien, l'enseignant n'est plus le maître, dont il ne maîtrise plus la production lui-même. L'enseignant des années 90, 2000 savait ce que c'est que produire un savoir historique. Aujourd'hui, il ne le sait plus. Et je Dans une rajouterais, perspective moins marxiste et plus rocardienne? non, je rajouterais un point, c'est plus sur la dimension politique du projet qui est assez navrante parce que
Le but, clairement, de cette réforme n'est pas tellement d'améliorer les conditions d'enseignement, parce que sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aurait plus de concertation, il y aurait une réflexion globale. Il n'y avait pas d'urgence extrême non plus à mettre cette réforme pour la rentrée prochaine, hein. Il y avait d'autres leviers pour essayer de trouver des enseignants, d'autres leviers simples et rapides, ne serait-ce que revaloriser les salaires à l'échelle de ce que ça peut être fait pour d'autres professions du service public. C'est pas cette option-là qui a été choisie. Simplement, cette réforme, elle est avant tout politique. On vient de sortir avec Warren Peset, sans vouloir faire de mauvaise pub, un ouvrage sur les numéros 2. Bah, on a avec Gabriel Attal la situation d'un numéro 2, d'un Premier ministre, qui n'a quasiment pas de marge de manœuvre. Il ne s'occupe de pas grand-chose, en fait, concrètement, puisqu'Emmanuel Macron s'occupe de tout. Il s'occupe des relations internationales. On voit bien avec la Nouvelle-Calédonie, qui a été historiquement un sujet géré par Matignon, que ça n'est pas Gabriel Attal. Il n'est quasiment pas intervenu. C'est directement le président de la République qui s'occupe de tous ces domaines-là. Gabriel Attal a un secteur sur lequel le président de la République jusqu'à présent ne s'en est pas trop mêlé, c'est le secteur de l'éducation nationale, puisque c'était celui de Gabriel Attal avant. Et donc, il veut laisser son empreinte, une empreinte importante de son action, et son empreinte, c'est cette réforme-là. Et donc, il faut la mener tambour battant, et quel que soit, quoi qu'il en coûte, comme aurait dit Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de choses à dire sur les institutions de la Ve République et la façon dont elles produisent aussi ce type de fonctionnement à l'heure actuelle. Warren Peset. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la manière dont les réformes sont menées dans notre pays. Je pense encore une fois il serait possible, avec une politique qui soit davantage dans la concertation, de tirer le meilleur de l'intention générale de cette réforme, encore une fois. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ils se sont concentrés sur plusieurs grands enjeux. L'attractivité du métier en revalorisant, enfin en donnant un salaire tout simplement aux futurs stagiaires de M1, M2, professionnalisation, en musclant donc ces M1, M2. Donc, ils essaient de faire en sorte qu'il y ait davantage de candidats. Ça me semble évident. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils vont échouer dans cet objectif faute d'avoir réfléchi aux détails. C'est-à-dire qu'on a une réforme technocratique qui réfléchit pas à ce que c'est que le métier d'enseignant de manière concrète et à ce que c'est que former un enseignant. Là, vous allez avoir des candidats qui devront s'être inscrits dans un parcours dès la L1. N'est-ce pas? Bon. Donc L1, L2, L3, c'est 60 ECTS, c'est-à-dire les crédits qu'on vous donne quand vous préparez un diplôme, 60 ECTS sur les 180 que compte une licence de la L1 à la L3. C'est énorme, c'est un tiers des ECTS. Si vous n'avez pas les 60 ECTS, bah, vous n'avez pas la licence en question et donc vous ne pouvez pas vraiment passer le concours. Et tous les documents qui ont fuité montrent qu'il faut suivre le parcours pour pouvoir passer le concours. Mais vous imaginez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont s'inscrire en L1 en disant, moi, ce que je veux, c'est devenir enseignant et c'est donc suivre le parcours enseignement. Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour aller chercher un public captif que vous gardez jusqu'à la L3 pour qu'il passe le concours. Je pense que dans le fait de passer les concours de l'enseignement, il y a beaucoup de maturité de projet professionnel qui est impliquée. Et cette maturité-là, les étudiants de L1, on le sait tous, ne l'ont pas encore. Et ils sont en particulier, quand ils sortent du secondaire, encore relativement... ils sont désireux d'avoir d'autres projets, ils ont envie de s'échapper du secondaire. Ils ne se projettent pas du tout comme futurs enseignants. C'est quelque chose qu'on voit plutôt apparaître plus tard dans les trajectoires des étudiants, la volonté de devenir enseignant. Donc, à mon avis, en fléchant en tuyau la préparation du concours aussitôt que la L1, en utilisant comme carotte le salaire en M1, M2, eh bien, on va malgré tout échouer à attirer de gros bataillons de préparationnaires et de candidats. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'étudiants de L1 qui rentrent dans ces parcours. Et surtout, je rajoute que suivant les projets de décret qu'on a pu voir fuiter hier ou avant-hier, il semblerait que c'est l'éducation nationale qui décide de votre affectation en master. Ça n'est donc pas les étudiants eux-mêmes. Et donc, ils ne vont pas se retrouver dans un master à proximité de là où ils ont fait leur licence. Mais il peut être, et comme c'est souvent le cas dans l'éducation nationale, quand vous êtes jeune professeur, envoyé très loin de leur département. Alors, quand vous êtes en master, vous avez déjà fini un master, vous envisagez un parcours professionnel et vous pouvez accepter de partir très loin de chez vous, parce que ça fait partie du début de sa prise de fonction. Quand vous êtes en licence, vous êtes encore très lié à votre famille, parfois dépendant de celle-ci en termes de foyer. Vous dire du jour au lendemain, je vais devoir aller à l'autre bout de la France avec des ressources qui sont quand même faibles, hein, parce que 900 euros, si vous devez aménager en banlieue parisienne et que vous venez de l'autre bout de la France, ça va quand même être très compliqué. Donc ça aussi, je pense que ça va pas attirer beaucoup de monde.
Vous voyez, juste un mot, vous voyez bien que dans la manière dont cette réforme est menée, il y a un côté l'intendance suivra qui est pas réaliste du tout. On a entendu le président de la République se plaindre il y a pas si longtemps que ça du fait qu'il manquait toujours le dernier kilomètre lorsqu'il lance des projets de réforme ou des ordonnances. Mais le dernier kilomètre, c'est là, en l'occurrence, c'est nous. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout pensé au dernier kilomètre quand ils ont lancé des réformes comme celle-là. Alors, on voit qu'il y a évidemment beaucoup de problèmes. Face à ça, comment réagissent les gens du métier? On a vu une forme d'unanimité assez rare, aussi bien des associations des différentes périodes, les médiévistes, les modernistes, etc., des associations professionnelles comme la PHV, des sociétés savantes. Il semble qu'il y ait un front uni, peut-être pas dans tous les détails, mais en tout cas, qu'il y ait une commune réaction qui soit celle de dire pas comme ça, pas aussi vite et pas au rabais. Alors oui, tout à fait. Je rajouterais le CNU aussi, hein, qui s'est exprimé pour montrer son rejet du projet tel qu'il a été conçu. Donc effectivement, il y a un très fort unanimisme qui n'est pas si courant dans l'éducation nationale et qui est lié au fait que tout le monde est assez conscient que cette situation-là, qu'on soit professeur du secondaire, puisqu'il y a aussi le historien et géographe qui s'est mobilisé contre cette réforme, ou qu'on soit à l'université, paraît complètement inapplicable et dangereuse en fait pour la formation des futurs professeurs. Et malheureusement, j'ai l'impression que le flou que le gouvernement entretient, vous voyez, quand la ministre elle-même dit qu'elle n'a pas les éléments, Nicole Belloubet, il y a à peine un mois, on reste sidéré. Le flou qu'entretient le gouvernement est délibéré. Il s'agit de faire en sorte qu'on n'ait pas de motif concret de protestation parce que tout nous est présenté au dernier moment, si possible à la veille des vacances scolaires, pour dégoupiller toute forme de révolte. Révolte qui, par ailleurs, est difficile à mettre en œuvre parce que, vous le voyez bien, la France entière est en état de sidération permanente par l'activité de ce gouvernement et par ces réformes qui se succèdent. On est littéralement assommé, aveuglé, et c'est difficile dans ces conditions de mettre en œuvre une action commune, même si l'unanimité totale des personnels impliqués est un signe que cette réforme est mal conçue. Et donc, Parole d'Histoire, si et ceci, et je suis très heureux d'avoir pu vous donner la parole pour en parler. Merci beaucoup à tous les deux. On essaiera de mettre en lien sur le site voilà, les différentes initiatives, s'il y a des communiqués, des textes qui paraissent. Merci à tous les deux et puis surtout bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.